La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. La suprématie de la Constitution, mythe ou réalité, Café Philo rentre chez vous ce soir. Je dis bonsoir à tous les spectateurs et téléspectatrices qui sont avec nous à Café des Copains. Et je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices, les internautes qui vont suivre ce Café Philo une fois de plus. Et aujourd'hui, Café Philo s'intéresse à la Constitution. Café Philo s'intéresse aux droits. Café Philo veut penser les normes en Haïti et leur sens dans ce pays. Mais avant d'entrer dans la pensée de la chose, nous allons nous mettre debout pour entonner l'hymne national, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol, soyons seuls. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, le drapeau pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau pour la patrie. Il n'y a pas de Dessalinienne sans constitution. La constitution de 1987 était considérée et est encore considérée comme une révolution face au totalitarisme et à la dictature. Donc, la révolution de la Constitution nous pousse à écouter une chanson révolutionnaire que nous écoutons tous les mardis, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De retour après cette chanson, comme d'habitude, pour soutenir ou pour introduire le sujet que va nous présenter Dr Caleb, et nous allons visionner un petit documentaire Constitution, ce que propose la commission Tardieu pour la diaspora haïtienne. C'est une préparation du staff Café Philo, en particulier et Gaël Jean-Baptiste. Visionnez avec nous. Et bien, comme je vous l'avais dit, cette vidéo que vous venez de voir, c'est une introduction au sujet de ce soir, où nous avons pu regarder un discours du député Jerry Tardieu sur des travaux entrepris dans l'objectif de réformer la Constitution. On peut se poser beaucoup de questions, comme par exemple déjà, est-ce que la Constitution peut avoir une quelconque suprématie? Comment cette suprématie s'installe-t-elle dans une société? Et à partir de là, on pourra se demander si en Haïti, c'est un mythe ou une réalité. Les problèmes de la Constitution peuvent nous paraître très politiques, pourtant c'est aussi le droit. C'est le droit qui s'impose à nous-mêmes comme citoyens et qui, dans une certaine mesure, peut nous porter à avoir un regard sur le droit, sur aussi la Constitution et la politique. Et c'est l'ensemble de ces questionnements et de ces tentatives de compréhension d'un certain rapport entre les citoyens et la Constitution que Caleb Desormes, qui est professeur de droit parlementaire et de méthodologie du droit, va s'entretenir avec nous. Donc, professeur, vous avez la parole pendant 30 minutes. Je dis bonsoir à l'assistance. Je dis bonsoir aux internautes et aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui
d'être avec vous pour vous parler de droit constitutionnel, parce que c'est une matière que j'affectionne beaucoup. On va plus particulièrement parler de la suprématie de la Constitution haïtienne, mythe ou réalité. Le sujet peut paraître théorique à première vue, mais elle présente un intérêt très pratique. Parce que si la Constitution n'est pas vraiment suprême selon ce qu'on enseigne, ça veut dire qu'un tas d'avantages pour les justiciables, pour les citoyens, seront ineffectifs. C'est-à-dire, en dehors du fait que c'est un sujet théorique, mais c'est un sujet aussi qui présente un intérêt pratique certain. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, on va aller à l'essentiel, droit au but. Pourquoi le sujet est ainsi formulé? Dans ma carrière de professeur, assez souvent, quand j'introduis mon cours, je suis amené à définir la Constitution, à parler de Constitution, et aussi à enseigner que la Constitution est suprême. Mais assez souvent, parce que le texte constitutionnel dans la plupart des pays du monde, on enseigne qu'elle est au sommet de la hiérarchie des normes, donc c'est ce qu'on enseigne. Mais dans la réalité, je me sens toujours un peu mal à l'aise quand je dis ça à mes étudiants, quand je regarde la réalité haïtienne, parce que plusieurs facteurs peuvent nous montrer que cette suprématie est parfois loin d'être assurée. Donc, d'abord, pourquoi nous parlons de mythe? Le mot mythe, parfois, peut renvoyer à quelque chose qui n'est pas vrai, à une sorte de mensonge, c'est-à-dire quelque chose que l'on répète souvent, alors qu'en réalité, c'est pas ça ou c'est pas tout à fait ça. Donc c'est justement, aujourd'hui on va voir ensemble après une analyse assez intéressante. Est-ce que finalement on peut conclure que notre texte constitutionnel jouit d'une certaine suprématie ou pas? Donc, suprématie de la Constitution, quel en est le fondement? On enseigne qu'il y a ce qu'on appelle le concept état de droit. Il y a aussi le concept état de droit constitutionnel. État de droit constitutionnel, c'est un concept qui nous vient du juriste français Raymond Carré de Malbert et qu'il a écrit en 1920 dans un ouvrage qu'on appelle Contribution à la théorie générale de l'État. Raymond Carré de Malbert fait une différence entre état de droit constitutionnel et état légal. C'est-à-dire, pour Carré de Malbert, l'état de droit constitutionnel, c'est l'état dans lequel la Constitution est la norme suprême. Alors que l'état légal, c'est un état dans lequel on a le culte de la loi. Le culte de la loi, parfois on appelle ça aussi le légicentrisme. Alors que quand c'est la Constitution qui est au sommet, on parle de constitutionnalisme. Quel est l'intérêt pratique pour que la Constitution soit au sommet de tous les autres textes de loi ordinaire? C'est parce que la Constitution prévoit certaines normes, on appelle ça des droits fondamentaux qui doivent être protégés. Il y a des droits fondamentaux qui sont attachés aux citoyens. Ces droits-là, il faut qu'ils soient protégés à tout prix. Par exemple, quand on prend un droit comme la liberté d'opinion, on ne peut pas quand même admettre la liberté de la presse, liberté d'opinion, on ne peut pas admettre que ces droits, qu'on va faire un retour en arrière pour perdre ces acquis-là. Donc, à partir de là, d'ailleurs, l'état de droit constitutionnel est aussi fondé sur l'idée que c'est la Constitution qui est véritablement l'expression de la volonté générale. La loi, contrairement à ce que pensaient les intellectuels du siècle des Lumières, n'est que la volonté du parti majoritaire. C'est-à-dire la Constitution qui a été votée par référendum porte un projet de tout un peuple, les aspirations profondes de tout un peuple. Donc justement, c'est tout à fait normal que la suprématie de cette dernière soit assurée. Donc, comment maintenant on va assurer cette suprématie? C'est maintenant, après Raymond Carré de Malbert, on peut aussi citer le juriste autrichien Kelsenens, qui a développé dans son ouvrage qu'on appelle Théorie pure du droit,
la notion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire chaque norme tire sa validité d'une norme qui lui est supérieure. Donc, les lois ordinaires, par exemple, tirent leur validité de la Constitution. Si les lois ordinaires tirent leur validité de la Constitution, ça veut dire que les lois ordinaires ne doivent pas contrevenir à la Constitution. Et dans l'hypothèse où elles contreviennent à la Constitution, il faut que le système ait un mécanisme pour assurer que les normes inconstitutionnelles contenues dans ces lois ordinaires soient mises à l'écart, sortent de l'ordre juridique. Et c'est ça la suprématie effective de la Constitution. Donc, on distingue aussi ce qu'on appelle constitution formelle et constitution matérielle, c'est-à-dire d'un point de vue théorique. Constitution matérielle, c'est tout texte qui a un objet traditionnel portant sur l'organisation du pouvoir politique, c'est-à-dire des notions traditionnellement de droit constitutionnel, alors que le concept constitution formelle veut dire un texte écrit, adopté formellement dans des formes et de telle manière que tout le monde admet, le peuple admet que ce texte-là jouit d'une certaine suprématie. Donc, quel est le critère pour que la suprématie soit effective? Il faut que, dans ce système-là, quand des normes inférieures contreviennent à la Constitution, qu'elles puissent être sanctionnées, c'est-à-dire sortir de l'ordre juridique. C'est pourquoi, justement, dans tous les pays du monde, on a organisé ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire un système où les normes inférieures à la Constitution peuvent être éprouvées pour vérifier leur conformité à la Constitution. Et quand on admet qu'il n'y a pas cette conformité, on parle d'inconstitutionnalité et par conséquent, on trouve un moyen de réparer les choses, notamment en faisant en sorte que ces normes constitutionnelles soient mises hors d'état de nuire. Il existe couramment, classiquement, deux grands modèles de contrôle de constitutionnalité. C'est ce qu'on appelle le modèle américain et le modèle européen. Maintenant, pour parler de la suprématie des normes en Haïti, est-ce que notre constitution est véritablement efficace? Cela passe aussi par l'analyse de notre système de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire, est-ce que le contrôle haïtien de constitutionnalité peut vraiment sanctionner les normes inférieures à la Constitution qui y contreviennent? C'est à ce prix-là qu'on peut parler de suprématie de la Constitution. Donc, on va brièvement analyser la réalité, qu'est-ce qui se passe effectivement dans le contrôle de constitutionnalité en Haïti. En Haïti, nous avons connu d'abord ce qu'on appelle un modèle qui était très proche du modèle américain de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire c'était un modèle a posteriori, avec l'autorité relative de la chose jugée. C'est-à-dire, quand je dis a posteriori, c'est-à-dire avant de contrôler la loi ordinaire, il faut déjà que la loi rentre en vigueur. Donc, c'est un contrôle qui est fait après que la loi a déjà été mise en vigueur. Ensuite, c'est un contrôle diffus aux États-Unis, c'est-à-dire quelle que soit la juridiction, quel que soit le tribunal, et peut en quelque sorte connaître du contrôle de la constitutionnalité. Nous avons adopté à peu près ce système avec le décret du 22 août 1995, c'est-à-dire le décret qui instaure ce système, et je peux vous citer quelques articles, notamment l'article 141 du dit décret, qui dit « Les sections réunies en audience solennelle connaissent des demandes en inconstitutionnalité des lois. » C'est-à-dire c'est écrit dans le décret. Donc c'est une compétence qui est reconnue. Et ce décret-là prévoit que c'est seulement la Cour de cassation qui peut faire ce travail de contrôle de constitutionnalité. C'est pourquoi nous pouvons parler de contrôle concentré. Et c'est en ce sens que le système haïtien s'oppose un peu au système américain, parce qu'aux États-Unis, le contrôle est diffus,
alors qu'en Haïti, le contrôle est concentré. Disons, avant la réforme constitutionnelle de 2011. Parce qu'on va voir avec la réforme constitutionnelle de 2011, les données ont un peu changé. Donc, on a connu ce modèle-là jusqu'avant l'amendement de 2011, mais il faut dire qu'en termes d'efficacité, d'effectivité, ce modèle était très peu usité en réalité. C'est-à-dire les avocats en Haïti n'avaient pas cette culture de faire ce qu'on appelle des exceptions d'inconstitutionnalité, de soulever des exceptions d'inconstitutionnalité ou encore de soulever ce qu'on appelle des questions préjudicielles. De telle manière que la Cour de cassation a cette compétence, mais elle a été très peu usitée par les avocats. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment un véritable contrôle de constitutionnalité a posteriori en Haïti. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi les avocats n'avaient pas trop tendance à soulever des questions préjudicielles ou soulever des exceptions de constitutionnalité. Les raisons sont diverses. Peut-être ça peut être dû à un manque de connaissances, mais il y a un article particulièrement qui m'intrigue et que je vais vous lire. C'est entre autres cet article qui les a découragés. C'est l'article 144 du même décret qui est ainsi formulé. Celui dont la demande en inconstitutionnalité aura été déclarée non recevable ou mal fondée est condamné par le même arrêt de la Cour de cassation à une amende de 500 à 1000 gourdes. L'exécution de cette condamnation peut être poursuivie par la contrainte par corps qui est d'une durée d'1 à 3 mois. Aujourd'hui encore, je me demande comment ceux qui ont conçu ce texte aient pu en arriver là, c'est-à-dire prévoir contrainte par corps, prévoir d'abord amende et ensuite contrainte par corps quand on fait une demande en inconstitutionnalité mal fondée. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire de prévoir, de pénaliser en quelque sorte, c'est une forme de pénalisation inutile de la question. Il n'y avait pas lieu et c'est un article assez étrange en fait. Je me demande dans quel état d'esprit il a été rédigé et pourquoi. Donc voilà ce qui a existé jusqu'avant la réforme de 2011 de la Constitution. Avec ce qu'on appelle l'amendement constitutionnel de 2011, on a adopté une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité, sans renier l'ancien système, parce qu'il faut bien comprendre, l'amendement de 2011 ne rend pas invalide l'ancien système de contrôle que je viens de décrire, sauf qu'il fait exister à côté de ce système un nouveau système. C'est-à-dire, désormais, je peux dire qu'on a un modèle un peu... à la fois, nous faisons coexister à la fois le modèle américain et le modèle européen. Dans la mesure où il y a l'article 190 alinéa 8 de la Constitution version amendée qui dit lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception des constitutionnalités, le Conseil constitutionnel peut être saisi sous renvoi de la Cour de cassation. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. C'est-à-dire, on continue à reconnaître une certaine compétence à la Cour de cassation dans la question de contrôle de constitutionnalité. Donc, en gardant un peu cet ancien système, on vient aussi avec un nouveau système, le modèle européen, en créant ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'amendement de 2011 a créé ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, tout comme il existe en France, la même type d'institution qui s'appelle Conseil constitutionnel, avec les mêmes critères, les mêmes éléments du système français qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire un contrôle a priori, c'est-à-dire une autorité politique peut saisir le Conseil avant la promulgation d'une loi pour demander à cette dernière de vérifier si cette loi est constitutionnelle ou pas. L'avantage, c'est que si la loi est déclarée inconstitutionnelle par le Conseil, la loi n'aura pas le temps de rentrer dans l'ordre juridique, parce que la loi n'est même pas encore mise en vigueur que le contrôle est fait. Et c'est pourquoi on parle dans ce cas-là de contrôle a priori. Et l'autre avantage, c'est que dans ce système,
la décision rendue jouit de l'autorité absolue de la chose jugée. C'est-à-dire, contrairement dans le modèle américain, il fallait faire quoi? Il fallait, en quelque sorte, dans le modèle américain, c'était l'autorité relative de la chose jugée, c'est-à-dire la décision qui est déclarée inconstitutionnelle ne l'est que pour le cas qui est décidé par le juge. La loi ne sort pas de l'ordre juridique, la loi continue à exister. Sauf que si on respecte un peu la jurisprudence, à chaque fois qu'un cas similaire arrive, la Cour de cassation risque de la déclarer inconstitutionnelle. Mais la loi inconstitutionnelle reste dans l'ordre juridique. Ici, la loi inconstitutionnelle n'a même pas la chance de rentrer dans l'ordre juridique parce qu'elle est contrôlée a priori. Voilà grosso modo les deux systèmes de contrôle que nous avons. Je peux dire que désormais, avec l'amendement de 2011, nous faisons coexister les deux systèmes. Mais là où je voulais en venir réellement, c'est de dire que ces deux systèmes sont inefficaces quant à protéger ce qu'on appelle la suprématie de la Constitution, c'est-à-dire éviter qu'une norme inférieure contrevienne à la Constitution. C'est d'autant plus important de rendre effectif le bilinguisme juridique en Haïti que c'est une exigence de l'article 5 de la Constitution de 1987 qui fait du créole la langue qui unit tous les Haïtiens. Donc, quand on parle de faible application de la Constitution comme un facteur qui remet en cause sa suprématie, on peut trouver moult exemples qui montrent en quelque sorte cette faible application. On peut trouver moult exemples qui montrent cette faible application, que ce soit en termes des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés en quelque sorte. Prenons l'exemple très concret. Selon un rapport du PNUD sur le développement humain publié en 2010, il existe seulement 5,9% de médecins pour 10 000 habitants. Le minimum recommandé par l'OMS est de 25 pour 10 000 habitants. Si on met ces données factuelles en comparaison avec l'article 19 de la Constitution, qui exige à l'État de garantir le droit à la vie et à la santé, c'est-à-dire, est-ce ainsi qu'on va garantir le droit à la vie et à la santé avec 5,9 médecins pour 10 000 habitants, quand le minimum devrait être, selon l'OMS, 25. Si on va dans le secteur de la justice, il y a ce qu'on appelle la détention préventive prolongée en Haïti. Selon la Constitution, le délai de garde à vue est de 48 heures, mais c'est un secret de polichinelle que ce délai de garde à vue n'est pas respecté. Selon un rapport des sections des droits de l'homme de la MINUSTA, de juillet 2014 à juin 2015, le taux de détention provisoire était de 72,19%. Donc, comment parler en quelque sorte de respect de ce qu'on appelle le délai de garde à vue? Donc ça, c'est un peu des droits fondamentaux de la Constitution qui ne sont pas appliqués dans la réalité. Parce que c'est quoi l'intérêt de la suprématie? L'intérêt de la suprématie, c'est aussi parce que les droits protégés par la Constitution doivent être effectifs. À quoi ça sert que la Constitution soit suprême si les droits fondamentaux ne sont pas appliqués? Pendant qu'au début, j'ai admis que la suprématie en Haïti est loin d'être assurée, il y a un aspect quand même sur lequel je dois admettre qu'on a un peu, la suprématie est plus ou moins assurée. C'est ce qu'on appelle quant à la rigidité de la Constitution. Qu'est-ce qu'on entend par rigidité constitutionnelle? On entend par rigidité constitutionnelle le fait que le texte constitutionnel est beaucoup moins facilement amendable qu'un texte de loi ordinaire.
si on va en quelque sorte dans la procédure d'amendement de la Constitution telle que fixée par le titre 13, on va voir que nous avons une Constitution rigide. Certains constitutionnalistes haïtiens parlent même d'hyper-rigidité. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs niveaux, c'est très difficile d'amender la Constitution de 1987. Au niveau de la déclaration, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'amendement. Il faut déjà une majorité des 2/3. Donc, c'est ce qu'on appelle en droit public une majorité renforcée ou une majorité qualifiée. Au niveau du quorum, c'est-à-dire on a qualifié aussi le quorum, qualification du quorum, parce que après que la déclaration ait été validée, il faut ensuite une majorité des 2/3 de chacune des 2 chambres de l'Assemblée nationale pour statuer sur cette déclaration. Encore une fois, majorité des 2/3. Et il y a un autre principe que je peux citer pour démontrer cette rigidité, c'est quand on dit l'amendement retenu ne peut bénéficier qu'au prochain président élu. C'est-à-dire le président sous lequel les amendements ont été votés ne peut pas profiter ou bénéficier de ces amendements. Tout ça, c'est des mécanismes pour rendre la Constitution difficilement amendable, donc rigidité. Donc, la suprématie, c'est aussi la rigidité de la Constitution. Donc, sous cet angle-là, j'admets qu'on peut parler de suprématie. Mais quelle suprématie et pourquoi? Parce que si la suprématie, elle ne s'exprime qu'au niveau de la rigidité, ça devient une suprématie purement théorique. Parce que c'est vrai que la Constitution est difficilement amendable, mais si on n'applique pas, si quand les normes qui contreviennent à la Constitution sont violées, on ne peut pas les sanctionner, on ne peut pas les retirer dans l'ordre juridique, on est loin dans ce qu'on appelle une réelle suprématie. On est en quelque sorte dans une suprématie théorique. Donc, pour répondre maintenant directement à la question posée, c'était formulé sous une forme interrogative, mythe ou réalité, c'est-à-dire la suprématie de la Constitution, mythe ou réalité. Donc, on a vu qu'il y a des arguments qui nous montrent que c'est un mythe, comme par exemple, quand des normes inférieures violent la Constitution, on n'a aucun mécanisme, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme pour réparer ce mal. C'est-à-dire, peut-être même on devait faire une radiographie de l'ordre juridique haïtien pour voir actuellement combien de normes inconstitutionnelles il y a dans le système, vu qu'il n'y a pas ni contrôle a priori, ni contrôle a posteriori. C'est-à-dire, forcément, des normes inconstitutionnelles existent dans le système. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité. En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité, il y a lieu quand même de faire ce qu'on appelle une réforme. Il y a lieu quand même de réformer, de venir avec une réforme pour faire en sorte qu'on puisse assurer la suprématie de notre Constitution. Moi, je suis pour ce qu'on appelle une suprématie pratique de la Constitution. Quand je parle de suprématie réelle ou pratique, c'est-à-dire les professeurs de droit auront beau répéter dans les cours que la Constitution elle est suprême. D'ailleurs, c'est écrit dans tous les livres de droit constitutionnel, mais dans la réalité, quid de la suprématie? La suprématie, elle a une fonction. On ne défend pas la suprématie pour le plaisir de défendre la suprématie. La suprématie doit pouvoir nous permettre de jouir des effets positifs, en quelque sorte. Il nous faut pouvoir jouir des effets positifs de cette suprématie. Et quels sont les effets positifs? C'est quand, par exemple, les droits fondamentaux des citoyens tels que prévus dans le texte constitutionnel sont véritablement appliqués. Quand les droits fondamentaux constitutionnels sont véritablement appliqués.
Maintenant, on va faire une petite analyse, une petite ouverture sur l'intérêt, sur l'opportunité actuellement, pour un peu actualiser le sujet, sur l'opportunité de l'amendement actuellement avec la commission, une commission à la Chambre des députés. Le débat sur l'amendement constitutionnel est en vigueur et fait la une. Maintenant, quelle est l'opportunité de cet amendement par rapport au problème que j'expose? C'est-à-dire, si je viens et je soutiens que nous avons une suprématie battue en brèche, maintenant, nous avons une suprématie battue en brèche. Que faire en quelque sorte pour assurer cette suprématie? La première chose que je peux proposer, et cela va de soi par rapport à tout ce que je viens de développer, c'est la nécessité de rendre efficace le contrôle de constitutionnalité. Rendre efficace, c'est-à-dire, j'ai vu avec vous qu'il y a deux modèles et que ces deux modèles ne sont pas vraiment usités, que ce soit le modèle américain ou le modèle européen. Il y a lieu de rendre ces deux modèles efficaces ou encore effectifs. Comment les rendre effectifs? Si je prends notamment le modèle européen, ça passe d'abord par la création du Conseil constitutionnel. Un conseil qui a été créé depuis 2011 lors de l'amendement. Nous sommes maintenant en 2018. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de Conseil constitutionnel. C'est aussi une manifestation du problème d'application de la Constitution. Donc, que faire aussi? Il faut aussi développer une culture de respect de la Constitution et de la loi en général. Parce que, en dehors du fait que parfois, c'est la politique qui tient le droit en état, c'est-à-dire assez souvent pour moi, la Constitution n'est pas appliquée pour des raisons politiques. On va voir que nos leaders politiques ont tendance à appliquer la Constitution ou pas selon leurs intérêts politiques. Et même dans l'histoire, on trouve par exemple le cas de Soulouk, qui a changé la Constitution de 1947 par la Constitution de 1849 pour changer son statut de celui de président à celui d'empereur. C'est-à-dire c'est un amendement constitutionnel qu'il a fait seulement pour changer son statut, c'est-à-dire pour passer de président à empereur, c'est-à-dire quelque chose purement personnel. Donc assez souvent on voit que nos leaders politiques exploitent le texte dans le sens de leurs intérêts. C'est-à-dire ça c'est déjà un problème, mais il n'y a pas que ça. En dehors du fait que nos leaders politiques parfois font une application circonstanciée de la Constitution eu égard à leur intérêt, il y a aussi qu'en général, dans la population, on peut se risquer à dire que l'haïtien n'a pas la culture du respect du droit, la culture du respect de la Constitution et du droit en général. Et pour démontrer ça, on peut prendre l'exemple de certaines normes, parce que pas toutes les normes qui ne sont pas appliquées sont forcément parce qu'il n'y a pas de budget. Assez souvent, on se justifie en Haïti en disant qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. Mais on peut trouver moult exemples de normes qui ne font pas nécessairement appel à un lourd budget, c'est plus une question de volonté. Quand on ne respecte pas le délai de garde à vue de 48 heures de la Constitution, est-ce que c'est une question de volonté ou c'est une question de budget? Il y a un tas de droits sociaux. On peut faire cet petit exercice, aller dans la Constitution, voir un ensemble de normes qu'on aurait pu appliquer. Et ce n'est pas seulement une question de budget ou d'argent, c'est tout simplement une absence de volonté. Il n'y a pas de dynamique, culture de respect. Et cette culture de respect de la Constitution, elle est absente non seulement chez les dirigeants, mais parfois chez même les citoyens qui ignorent leurs droits et qui ne sont pas toujours enclins à défendre ces droits, parce que déjà ils les ignorent. Donc, pour conclure en quelque sorte, en quelques mots, quelle est ma position finalement par rapport à la question? C'est que, en grande partie, la suprématie de notre Constitution est un mythe, sauf au niveau de la rigidité constitutionnelle, c'est-à-dire dans la procédure d'amendement. On voit que c'est vraiment difficile, il y a hyper-rigidité, mais ça ne sert pas à grand-chose dans la mesure où les autres volets ne sont pas respectés. Par exemple, application effective, c'est-à-dire, ou encore contrôle de la constitutionnalité. Donc,
on est forcément, je peux me risquer à dire que la suprématie de la Constitution haïtienne, à l'heure actuelle, est beaucoup plus qu'un mythe, qu'une réalité. Merci beaucoup. Merci, professeur Caleb Deshommes. Le professeur a, de manière très académique, présenté le sujet à travers les éléments de contrôle de constitutionnalité et les deux systèmes. Et le problème de l'amendement de la Constitution, les problèmes procéduraux et les problèmes de la langue linguistique en particulier, les conditions socio-économiques qui n'aident pas à la suprématie de la Constitution. Eh bien, nous allons maintenant prendre une pause musicale, comme nous faisons tous les mardis et mercredis pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons écouter Vitova et Emmanuel Oba dans La Vie. On revient après cette pause musicale au moment où le public va interagir avec l'intervenant. Nous avons 3 personnes qui ont choisi de poser des questions. Mais avant de faire appel à eux, je profite de ma position de modérateur pour avancer ce qui suit. À vous entendre, le problème est mécanique. Donc, il suffit d'utiliser des mécanismes juridiques pour résoudre le problème de la suprématie de la Constitution. Mais ça me donne l'impression que, et c'est une critique que font généralement les juristes américains aux juristes français, de se fermer dans un normativisme où le droit est pensé pour le droit et dans le droit. Mais cette distance qu'il y a entre l'être et le devoir-être que la Constitution représente, cette même Constitution qui dépossède notre président de la République d'un certain pouvoir, alors que dans la réalité, il demeure détenteur de pouvoir presque suprême. Ensuite, le Conseil de constitutionnalité que vous venez de parler, qui existe de jure et non de facto. Alors, je précise que par de facto, j'entends de fait, ce n'est pas la de facto dictature. Donc, ce Conseil qui n'existe pas, ne fait pas l'objet de préoccupations politiques où on ne sent pas que les hommes politiques, que ce soit dans l'exécutif ou dans le législatif, soient intéressés à la constitution de cette institution. Tout ceci me renvoie à conclure mon intervention sur une question. Est-ce que le problème est obligé nécessairement d'être résolu de manière mécanique, dans une vision du droit pour le droit, alors que nous sentons le poids de la politique, que vous avez évoqué d'ailleurs, dans cette question de suprématie et de la Constitution. Et pour finir, il y a ce parallèle entre la réalité et le mythe. Peut-on réellement conclure que c'est un mythe, essentiellement un mythe, ou ces mêmes politiques peuvent l'utiliser pour combattre un adversaire politique dans quelque camp que ce soit? Là a été ma question. Maintenant, j'appelle Ralph Jean-Baptiste. Merci à mon ami Philippe pour cette modération et merci à Maître Deshommes aussi pour cette présentation qui a au moins, à mon avis, le mérite d'ouvrir la perspective du débat davantage autour de la Constitution, d'autant que, comme vous le savez, en ce moment, les débats autour de l'amendement de la Constitution de 1987 sont à l'ordre du jour. Je pars du raisonnement suivant, Maître Deshommes. Je considère donc que rien dans ce que vous venez d'évoquer, en termes d'exemple ou à titre d'illustration, ne permet réellement de révoquer en doute la suprématie de la Constitution, dans la mesure où, si on devait poursuivre ou bien orienter l'analyse que vous faites
sur un autre plan qui concerne par exemple le législatrisme dont vous avez fait mention, qui concerne par exemple les lois, il me semble que le problème se poserait tout autant, de sorte qu'il n'est pas sûr, en tout cas à mon avis, que la corrélation existe entre la suprématie de la Constitution et la question de savoir si l'on doit en aboutir au final à un mythe ou à une réalité. Si l'on veut ouvrir davantage les perspectives, on peut penser que ce n'est pas forcément parce que la Constitution n'est pas appliquée dans son ensemble, sauf pour ce qu'elle prévoit, pour ce qu'il s'agit des procédures d'amendement, qu'elle pourrait devenir, qu'elle tendrait à devenir un mythe ou une réalité. Je voudrais prendre pour conclure un second exemple qui, à mon avis, illustre à merveille mon propos. Quand vous dites que les Haïtiens n'ont pas une culture de la loi, l'exemple que vous prenez pour rendre compte de cela, c'est les politiques, c'est les responsables, c'est les officiels, c'est les autorités judiciaires ou les autorités policières. Ça ne fait pas d'eux forcément des citoyens, ça fait d'eux simplement des gens qui sont en charge de s'occuper des tâches qui leur sont confiées en fonction de la loi. Voilà. Merci beaucoup, Ralph Jean-Baptiste. Et j'appelle Joël Lazare. Et je salue les panélistes et je tiens à féliciter le professeur Desormes Calais pour sa présentation. Et tout d'abord, j'ai une préoccupation par rapport à la conclusion du professeur qui a si bien dit que sur le plan théorique, la Constitution est suprême. Donc, moi, je voudrais savoir comment peut-on parler de suprématie théorique quand, dès le départ, les mécanismes d'amendement de la Constitution ne sont pas respectés, à savoir le parallélisme des formes qui prévoit les mêmes modalités qui ont été appliquées pour l'élaboration de la Constitution doivent être de mise pour son amendement. Et deuxième chose, cette culture d'irrespect de la Constitution qui fait que, dès le départ de la mise en place de la Constitution de 1989 qui n'est pas respectée, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour essayer de rendre effectif, rendre réel cette suprématie? Merci. Merci beaucoup. J'appelle Saint-Amour Fritzman. Allez-y, allez-y. Bonsoir à tous et à toutes téléspectateurs, téléspectatrices de la radio et Caraïbes, Télé-Caraïbes précisément. Ma question, avant de poser la question, je dois féliciter l'intervenant, M. Desormes, ainsi que le modérateur. Donc, la question, c'est, parlant de la suprématie de la Constitution haïtienne, là où l'enjeu, l'impunité et l'inapplicabilité n'est-elle pas dérangée l'ordre de la démocratie haïtienne à l'heure actuelle, vu la réalité, le contexte actuel de la politique, dans le système aussi de demande nécessaire de la Constitution, de demande nécessaire, une réforme nécessaire dans la Constitution 87 amendée. Donc, cela implique que vous parlez de mythe. Le mythe, c'est tout cela qui enferme. D'abord, dans la question de penser une Constitution, de la philosophie dans toute sa forme de phénoménologie. D'abord, est-ce que cela ne va pas être en jeu dans le concept de la Constitution, dans le concept de réforme constitutionnelle? Est-ce que cela ne va pas aussi entremêler dans la politique actuelle, dans une démocratie représentative au sein du Parlement haïtien? Merci beaucoup. Professeur Desormes, vous avez la parole. Pour la première question, c'est à la fois des questions et aussi des remarques, des positions. Donc, pour la première question, celle du modérateur, c'était de savoir, est-ce qu'il faut s'enfermer dans un juridisme? Est-ce que le problème doit être résolu par le droit? Ça, c'est une question très intéressante. Et qui fait revenir l'éternel rapport entre droit et politique.
Moi, je décide de souscrire dans l'école de Louis Favoreux. Louis Favoreux qui a été par rapport à un doyen de l'école d'Aix-Marseille et qui est très reconnu en tant que constitutionnaliste, qui défend la position où l'état de droit, c'est aussi quand le droit saisit la politique. Justement, il a écrit un célèbre article qui s'appelle « La politique saisie par le droit ». C'est-à-dire, selon le professeur Favoreux, le droit doit pouvoir, je pourrais même employer un mot fort, coloniser la politique. Et c'est à ce prix qu'on est dans l'état de droit. Les normes constitutionnelles, quels sont leurs rôles? C'est d'organiser la vie politique, c'est de régir le politique. Maintenant, forcément, si les normes constitutionnelles prétendent organiser la vie politique, il faut vraiment que la vie politique puisse être soumise au droit en quelque sorte. Et pour Louis Favoreux, justement, le juge constitutionnel a un rôle très important à jouer dans cette juridicisation de la vie politique. Parce que tout simplement, quand il y a un contentieux constitutionnel, même entre contentieux dans le pouvoir politique, si ça finit devant le juge constitutionnel, il tranche. On doit finalement se plier à cette position du juge constitutionnel. C'est peut-être ça l'importance d'instaurer en Haïti un conseil constitutionnel, c'est-à-dire qui est un juge constitutionnel effectif dans le système haïtien. Parce que, bien que dans certains pays, on a posé aussi le problème du gouvernement des juges, c'est-à-dire quand le juge qui n'est pas passé par des élections, qui n'a pas de légitimité, maintenant qui en vient à casser des décisions d'hommes politiques légitimes, ça aussi c'est un autre problème. Mais finalement c'est une question d'école. Je conçois aussi que maintenant est-ce qu'on va dire qu'on va laisser, on va dire que finalement on va admettre qu'on va laisser le droit déterminer la politique déterminer le droit. C'est-à-dire si on accepte que c'est à la politique de déterminer le droit perd de son sens et de son intérêt. C'est-à-dire, on écrit des normes, mais finalement, c'est le politique qui va déterminer l'application de ces normes ou leur non-application. Donc, c'est comme si on est en train, selon moi, de travailler en vain. Donc, c'est pourquoi moi, je suis un peu... Et je suis pour, en quelque sorte, et avec le droit favorable, pour une juridicisation de la vie politique. Bref, la politique doit être saisie par le droit. Et maintenant, pour la deuxième question et remarque, Ralph était resté un peu sur sa faim par rapport à mes exemples et arguments pour un peu démontrer le mythe. Je conviens en réalité que avec quelques exemples pris isolément, ce n'est pas facile de démontrer une idée aussi complexe. Parce qu'on pourrait même dire, est-ce que ces exemples-là n'est pas des cas isolés? Finalement, que ça marche bien, mais c'est plutôt des exceptions. C'est pourquoi mon approche, c'est-à-dire avancer que c'est un mythe, on peut considérer ça de préférence comme une hypothèse qui demanderait une étude beaucoup plus approfondie avant d'affirmer avec certitude, parce que ça pourrait même passer par une approche quantitative, c'est-à-dire combien de fois ça a été fait, etc., pour dire vraiment, avec des exemples, combien d'exemples il y a, combien de cas pratiques. Ça peut même appeler une sorte d'approche quantitative. Néanmoins, il y a des exemples qui sont tellement pertinents, tellement évidents, des choses de base, quand ils font défaut, ça met quand même sur des pistes. C'est-à-dire, quand par exemple on prend l'exemple des parents qui ignorent certaines normes fondamentales, c'est-à-dire, par exemple, actuellement, la loi prévoit qu'une déclaration de naissance doit être faite avant les 25 mois de naissance, sinon elle est tardive et elle va être coûteuse. Beaucoup de parents dans les provinces, dans les lieux reculés, ignorent ça. Il y a ce qu'on appelle nul n'est censé ignorer la loi. Les juristes aiment à dire nul n'est censé ignorer, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours ça.
le citoyen reculé, dans une zone reculée, il ignore beaucoup de ce droit. D'ailleurs, un droit que nous avons en partie pris sur l'Europe, un droit romano-germanique, qu'on veut l'imposer. C'est-à-dire, pour autant que avancer ça avec certitude demande beaucoup plus de rigueur scientifique, mais on peut trouver quand même quelques exemples dans la réalité, des exemples terre à terre, qui peut me permettre de dire que, comme c'est une hypothèse demande vérification, mais j'ai tendance à croire que j'ai raison. Et maintenant, pour troisième question, rendre effectif la suprématie. Que faire pour rendre effectif la suprématie et corriger ce problème d'absence de culture du respect de la norme? Et corriger l'absence de culture du respect de la norme passe d'abord par l'éducation en général et l'éducation juridique en particulier. Et si on dit par exemple nul n'est censé ignorer la loi, comment l'analphabète va faire pour lire le code civil? C'est-à-dire celui qui est analphabète, comment il va lire le code civil, il va lire le code civil, la Constitution, le code pénal. Quand on emploie des termes, il y a des termes de droit qui sont ronflants. Comment il va faire pour saisir tout ça? Donc, ça doit passer d'abord par une éducation en général, éducation juridique en particulier. Ça passe aussi par sanctionner aussi les cas de violation, parce que si à chaque fois qu'on viole, il y a impunité, quand il y a impunité, ça encourage à continuer à violer la loi. C'est-à-dire, il faut aussi appliquer les sanctions prévues quand les violations ont lieu. Maintenant, plus spécifiquement, rendre effectif la suprématie, ce que je viens de dire peut rendre effectif la suprématie, mais aussi les autorités qui appliquent la Constitution, déjà appliquer la Constitution, même le souci d'appliquer la Constitution peut permettre de renforcer la suprématie. C'est-à-dire, si par exemple, il y a des normes dans la Constitution, on n'a même pas le souci de les appliquer, exemple, il n'y a pas encore de Conseil constitutionnel, or on a vu comment ce Conseil constitutionnel peut jouer un rôle important dans la suprématie. Donc, l'application effective de la Constitution. Et justement, je rappelle que selon moi, assez souvent, on prétend que la Constitution n'est pas adaptée à la réalité haïtienne. C'est-à-dire qu'on n'applique pas parce que ce n'est pas adapté. Comme M. Volma avait mentionné, que le président est édenté, c'est-à-dire la Constitution a pris tous les pouvoirs entre les mains du président, pour les transférer en grande partie au Premier ministre, c'est-à-dire on veut plus un président symbolique, alors qu'en réalité, le président, c'est lui qui a été aux élections. Beaucoup de constitutionnalistes haïtiens considèrent ça comme un problème, c'est-à-dire comment on traite le président dans la Constitution, c'est-à-dire les pouvoirs réels du président. Il y a même qui proposent, comme le professeur Destingeant, d'adopter carrément le régime présidentiel qui serait plus adapté à la réalité haïtienne. C'est-à-dire qu'on a un président qui a vraiment le pouvoir, au lieu de prétendre édenter le président alors que ça aboutit à l'effet pervers, ça aboutit à la corruption. Et en pratique, le président garde le pouvoir. J'admets que ces reproches sont en partie véridiques, c'est-à-dire parfois vraiment la Constitution n'est pas toujours applicable. Mais par contre, il y a un danger dans cette approche. Le danger, c'est que à force de dire que ce n'est pas applicable, ça dédouane les gens qui sont responsables d'appliquer. Parce que parfois, c'est vrai, de bonne foi, on peut dire que ce n'est pas applicable, mais assez souvent, on peut trouver des exemples où on n'applique pas, mais ce n'est pas forcément parce que c'est inapplicable en soi, c'est une absence de volonté. Et j'en veux pour preuve, quand j'ai pris par exemple la notion de nombre de médecins, seulement 5,8 médecins pour 10 000 habitants. Pourquoi on n'a pas plus? Est-ce que c'est tout simplement parce que ce n'est pas applicable ou c'est une question de volonté? Quand on prend la question de l'environnement, la Constitution demande qu'il y ait un environnement sain. C'est-à-dire, même Fatrak qui est dans l'arrière sont forme de violation de la Constitution parce que la Constitution demande un environnement sain. Maintenant, quand il y a des détritus dans les rues de Port-au-Prince,
Est-ce que c'est un problème parce que la Constitution n'est pas applicable ou est-ce que c'est un problème de volonté? C'est-à-dire, les maps de Fatra dans le marché Pétionville, est-ce que c'est parce que la Constitution n'est pas applicable ou est-ce que c'est un problème de volonté? Justement, je ne veux pas qu'on dédouane les hommes politiques avec une question en disant que c'est inapplicable alors que moult dispositions ne sont pas appliquées parce que ils ne sont pas applicables, mais simplement parce que nos leaders sont de mauvaise foi. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les questions. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs de Café Philo pour cette initiative combien louable et permettant aux chercheurs, notamment aux jeunes chercheurs, d'exposer leurs pensées. Je profite aussi pour féliciter Radio-Télévision Caraïbe qui le fait en partenariat avec Café Philo. C'est une initiative louable qu'il faut encourager. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie aussi, et professeur Caleb Desormes. Café Philo était heureux d'être avec vous. Nous continuons avec les réflexions sur la Constitution. Aujourd'hui, nous avons eu un professeur qui réfléchissait sur le sujet. Maintenant, la semaine prochaine, ça arrive vraiment qu'à Café Philo, nous faisons des prévisions, mais la semaine prochaine, nous aurons d'autres réflexions intellectuelles faites cette fois-ci par des acteurs qui sont directement impliqués par les réformes de la Constitution. C'est le député Jerry Tardieu qui sera avec nous pour poursuivre cette réflexion non plus du dehors, mais du dedans. Sur ce, Café Philo et Caraïbe FM vous souhaitent de passer une bonne soirée et à la semaine prochaine. Carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacale à ma chambre, et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est y'en et l'autre, c'est y'en dans l'autre. Mais là tout bitin brille.